Berceau de l'Ogooué, le plus long fleuve du Gabon avec ses 1200 km qui prend sa source non loin de la localité de Boumango, est considéré comme le château d'eau du pays en raison de son importante hydrographie qui très tôt a suscité l'intérêt des premiers explorateurs lancés à la conquête des terra incognita. La province du Haut-Ogooué, située à la lisière de la frontière avec le Congo voisin au sud-est du Gabon, est fortement dominée par un relief constitué de plateaux adossés au massif du Chahut qui s'étendent sur une superficie de 36 547 km², soit environ 10% du territoire national. Avec une altitude moyenne de 400 mètres au-dessus du niveau de la mer, la région du Haut-Ogooué est soumise au climat subéquatorial chaud et humide. 50 ans après notre indépendance, cette région est placée sous l'autorité administrative d'un gouverneur assisté de 11 préfets. Je définis la province du Haut-Ogooué comme étant une province potentiellement minière, agricole et touristique. La province du Haut-Ogooué est constituée de 11 départements et 3 districts. Vous avez déjà sillonné certains de ces départements. Vous avez dû vous rendre compte un peu de l'éloignement, de l'étendue, je veux dire, de la province. Outre son réseau fluvial, symbolisé par la rivière Létili, le premier affluent de l'Ogooué sur la rive droite, et frontière naturelle avec le Congo, le Haut-Ogooué présente surtout des savanes, des plaines et par endroits, quelques massifs forestiers qui constituent tout un univers à part. La sécheresse relativement forte dans la région a donné naissance à des plaines herbacées piquetées d'arbustes à la morphologie surprenante et étonnante. Autre singularité de cette province, la formation de sanctuaires forestiers présents le long des cours d'eau, sculptés par les vents chargés d'humidité venus de l'est du continent. Les cours d'eau ont été le facteur déterminant dans la pénétration et la découverte du Gabon au XIXe siècle par les explorateurs. Le premier d'entre eux à s'aventurer dans le bassin du Haut-Ogooué fut Paul Bellini du Chahut entre 1855 et 1865. Son nom est immortalisé par le massif qu'il parcourut jusqu'aux portes de la Lébombi, l'une des rivières de la région. 8 ans plus tard, Marche et Compiègne lui emboîtèrent le pas à la recherche de la source de l'Ogooué. En 1877, Du Bellay longea la Lébombi avant de remonter jusqu'aux chutes de Poubara, puis l'expédition de Pierre Savorgna de Brazza, lancée à la conquête de l'Ogooué, fonda le 13 juin 1880 le poste qu'il baptisa Franceville, par similitude au paysage évocateur de sa région natale qui séduit l'explorateur. Les descendants des autochtones du village Moulili, sur lequel a été érigé le poste de Franceville, s'en souviennent. Mais au départ, le nom du village c'était Moulili. Donc le nom qu'ils vont lui donner à lui de Brazza, c'est Masoukou. Donc il y a 6 grands parlers dans la commune de Franceville. Tous ceux qui parlent, soit au Bamba, soit Bateke, soit les Ndoumo, soit quoi, tout le monde sont venus du Congo. Tout le monde sont venus vers le Congo, vers Kélé. Les Obamba qui s'appellent les Mbeti, c'est notre racine là-bas. On s'est lié avec les Mbossi. Donc eux ils reviennent de ce côté-là, de l'Est, mais principalement chez les Kouya, donc chez l'un des clans d'Oumou qu'on appelle le clan Kouya, qui était à l'époque géré par le chef Ngimi. L'établissement de l'administration coloniale dans la région n'a pas été sans conséquence pour sa démographie. Réquisition, travail forcé,
portages et autres abus en tout genre, instaurés par les colons, ont fortement contribué à dépeupler la province et à jeter des villages entiers sur les chemins de l'exode. À l'époque, lorsque les gardes territoriales arrivaient ici, une fois quand vous apprenez la nouvelle, qu'on vous dit que le chef, le garde territorial va arriver d'ici là, les gens prenaient précaution, préparaient des emplacements pour aller se cacher là-bas et tout. Lorsque ces gardes territoriales là arrivaient, ils vous trouvent avec une belle femme dans le village. Aujourd'hui, c'est sa femme. Il va vous demander de lui céder ta femme. Il va te demander de te mettre sous le lit pour que vous suivez tous les mouvements qu'il va faire avec ta femme. Et tu n'as rien à dire. Il arrive dans un village, il vous demande d'aller à la chasse. Une fois quand vous partez à la chasse, vous ne ramenez rien. Il va remplir une cuvette d'eau, il va vous donner à chacun un manioc, vous allez manger à l'eau. Si chacun ne finit pas son manioc à l'eau, et c'est la guerre. Et c'est comme ça qu'il bâillonnait, vraiment c'était tout un calvaire. Les blancs frappaient les gens. Les miliciens qui viennent devant, les mamans là ont vu, mes pères là ont eu chaud avec les chicottes. Mais si tu ne vois pas, tu ne veux pas les voir, tu mets la torche là, un morceau jusqu'au bout là. C'est pour sauver à 4 heures du matin, quitter le village. Ce phénomène migratoire des peuples bantous venus des bords du lac Tchad pour donner naissance au royaume du Congo, dont une branche remonta jusqu'à la mer, rencontra sur son chemin les Pygmées, dont la présence remonte à vers 5000 ans avant Jésus-Christ. Aujourd'hui, ces populations indigènes, disséminées à travers tout le Gabon, se souviennent encore de leur arrivée à Boumango. Avant de faire nos petits villages ensemble avec d'autres communautés, nous on allait d'abord voir. Une fois le champ déjà abattu, une fois sémé, si on trouve que la zone produit assez de manioc, la banane, les tarots, c'est en ce moment que nous on pouvait se déplacer d'un ancien village pour le nouveau village. Les témoignages relatifs au peuplement des localités de la province du Haut-Ogooué font apparaître un fort brassage intercommunautaire. On avait quitté vers la forêt des Congolais, dans les guerres de Mbossi. Premier, je ne sais pas, même au fond de l'eau, il y avait l'époque de Bokumbokili. Bokumbokili passait là-bas, Nkabi passait là-bas, Wangé passait là-bas quoi. Au fond de l'eau, il venait là. Fondateur de Kondia, c'est au fond de l'eau. Même père, mes familles qui m'a dit ça. Ils sont venus les trois. Il y a au fond de l'eau, Nkoba Ngombe, Ousini, Obili, et puis Oyou et de Ngwangoubou. Il n'avait été pas nos familles. Ils sont venus Mbete. Mbete qui se parle là. Après la longue nuit coloniale et à l'aube de l'indépendance, le 17 août 1960, parmi les jeunes cadres formés, appelés à servir le pays, il y a Jacques Libizango Mojoumas, premier ingénieur diplômé de Polytechnique et actuel président de l'Assemblée départementale de l'Ampassa. Ici, il y avait des personnalités politiques qui suivaient, soutenaient plus ou moins les leaders qui se trouvaient à Libreville, n'est-ce pas? Mais la tendance, il faut le dire, était quand même pour le bloc démocratique gabonais, dont le leader s'appelait Léon Mba. Et finalement, toutes ces personnalités politiques, qu'il s'agisse de Amogo, de Sandungu, de Okinda, ils sont nombreux, je ne peux pas les citer tous, n'est-ce pas? Tous ces gens-là, finalement, sont allés derrière Léon Mba et l'ont soutenu jusqu'au moment de l'indépendance et après l'indépendance. J'ai toujours pensé que la colonisation aurait pu être une source d'évolution
intellectuel et matériel pour les Gabonais, n'est-ce pas? En particulier, nous ici, mais pour les Africains en général, tous ceux qui étaient colonisés à l'époque. J'ai toujours pensé cela. J'ai toujours pensé que si la puissance coloniale avait mis en place une exploitation équitable, rationnelle de nos ressources, eh bien, le Gabon et les Gabonais n'en seraient pas où ils se trouvaient au moment de l'indépendance. Malheureusement, pendant la colonisation, le Gabon a été considéré comme une colonie d'exploitation, de matières premières uniquement. Et on a exploité à outrance ces matières premières pour l'exportation et exclusivement au profit de la puissance coloniale. Autre évocation, celle de Ludovic Youmou, ancien prophète d'Okonja. Quand j'ai vu Okonja en 1930, Okonja n'était pas ainsi. Toutes les cases étaient empisées, en terre battue, couvertes de paille. C'est la paille qui était comme tôle. Et tout ce que vous voyez là était des plantations. J'ai vu ça les jours où on a amené les Bakoutas de Molondou là. Quand ils sont arrivés en 1930, moi j'étais présent. Mon père m'a amené ici, là, resté avec ma soeur, la famille d'Ondouo. Voilà. On était présents. Ils sont venus amarrer. Au Okonja, on ne parlait plus. Personne ne commandait, rien que le commandant. Arrivé à 7 heures du soir, on sonne. Personne ne peut parler, même un coq ne peut pas crier. Infrastructure de base, accès à l'eau potable et à l'électricité, ainsi que des voies de communication carrossables en toute saison, constituent les besoins prioritaires à satisfaire par le gouvernement pour les populations du Haut-Ogooué au regard des carences 50 ans après l'indépendance. Un demi-siècle après l'accession du Gabon à la souveraineté internationale, un constat général se dégage. L'accès à l'eau et à l'électricité demeure préoccupant pour une grande majorité de la population du pays, malgré les potentialités. Et la province du Haut-Ogooué ne fait pas exception, en dépit de la mise en service, voilà 35 ans, du barrage hydroélectrique de Poubara, exploité par la SEEG, d'où la complainte des populations d'Aboumi. Voyez vous-même, vous êtes à Aboumi, non? Regardez là, là nous n'avons pas même l'eau, même la lumière, il n'y en a plus, toutes ces choses. Vous voyez, non? Même l'état de route, c'est mauvais. Nous sommes là toujours comme le grand-père nous a laissé. Je ne crois pas que là, il y a la ville. Voyez vous-même, ce qu'on dit que la ville. Seulement que les gendarmeries, la préfecture, on a créé. L'école depuis hein, le premier village là-bas. Le père là, le père qui a créé l'école catholique depuis longtemps, c'est pas qu'aujourd'hui là qu'on a créé l'école là-bas. Autre secteur sensible, la santé. Le Haut-Ogooué n'est pas mal loti. Inauguré en 2003, l'hôpital régional Amissa Bongo de Franceville figure parmi les meilleurs établissements sanitaires du pays. Épaulé par le Centre international de recherche médicale, le CIRMF, de renommée mondiale, cette formation a su faire face à de nombreuses épidémies, dont celle récente du chikungunya dans la zone. Alors, lorsque nous avons déclaré l'épidémie, il y a eu la composition immédiate d'un comité de riposte. Et ce comité de riposte comprend les techniciens du Centre hospitalier régional Amissa Bongo, les techniciens du CIRMF, les techniciens de la direction régionale
de la santé. Et d'ailleurs, nous travaillons en collaboration avec notre hiérarchie au niveau du ministère de la Santé qui régulièrement nous donne un certain nombre d'instructions. Région terminus du chemin de fer transgabonais, conçue pour être l'épine dorsale de l'économie nationale, la province du Haut-Ogooué dispose d'un faible réseau routier. Menacée d'être envahie par la forêt, la route reliant Franceville à Boumango, longue de 113 km, mérite d'être régulièrement entretenue. Même cas de figure sur l'axe Okonja-Aboumi, où le ruissellement des eaux de pluie laisse apparaître les cassis à peine masqués par la terre battue qui sert de revêtement, constituant ainsi un réel danger pour l'automobiliste qui s'y aventure après une averse. Nid de poules et hautes crevasses offrent à la vue un paysage lunaire. Petite éclaircie tout de même dans cet univers, le bitumage du tronçon routier entre Franceville et Mounana, dont le prolongement reliera la localité de Lastourville dans l'Ogooué-Lolo voisine, en attendant la poursuite des travaux entamés en 2009. Face à ces manquements, l'État gagnerait avec le concours des partenaires multi- et bilatéraux à mettre un accent sur la réhabilitation, voire la construction d'un réseau routier praticable en toute saison. Car ne dit-on pas que la route est source de développement et moteur de l'économie dans une région à vocation minière, mais qui lentement a amorcé sa diversification. Fleuron de l'industrie minière dans le Haut-Ogooué, la Comilogue, la compagnie minière de l'Ogooué, a démarré ses activités en 1953 dans la région à la suite de la découverte du manganèse à Moanda sur le site du plateau de Bagombe. Le site à l'état initial est une savane faiblement arbustive comme on le voit sur le plan. Et nous avons donc 5 mètres de stérile juste en dessous de la végétation avant d'accéder au minerai proprement dit. Bien sûr, quand on le voit dans le train ou à Ovendo, il est tout noir le minerai, mais ici sur site, il est recouvert d'argile et présente donc cette coloration ocre, rougeâtre. Alors ici, nous avons du bas de la vallée jusqu'au sommet où nous sommes, une ancienne exploitation, une exploitation en cours où on voit progressivement des monticules de stériles qui ont rebouché les fouilles sur lesquelles on a prélevé du minerai. Et comme ça, de proche en proche, nous acheminons vers le sommet du gisement, vers la partie plane. L'engin qui nous permet de retirer le stérile s'appelle la dragline. Aux côtés des mines et de l'exploitation forestière, l'activité économique dans le Haut-Ogooué est également marquée par la présence de structures agro-industrielles, à l'image de la SUCAF, spécialisée dans la fabrication du sucre raffiné, qui, 35 ans après sa création, a retrouvé une seconde jeunesse au terme de son processus de privatisation. L'objectif initial, c'était déjà de développer des activités dans le Haut-Ogooué et puis également d'être autosuffisant au niveau de la production du sucre. Donc aujourd'hui, ça fait 35 ans que la société tourne, ça fait 10 ans, un peu plus de 10 ans que ça a été privatisé, c'était une société para-étatique. SUCAF a trouvé son autonomie. Il n'y a pas très longtemps, on a été audité par le comité de privatisation. Donc l'objectif, c'est de faire un petit peu un bilan de ce qu'était devenu SUCAF. Donc en 10 ans, on a augmenté la production de sucre, qui est passée de 17, 18, 19 000 tonnes, c'était ce qu'ils produisaient à l'époque, et aujourd'hui on est rendu à 26 000. Héritière d'un lourd passif, légué par la colonisation, dont l'objectif premier ne consistait pas à développer le pays dominé, mais plutôt à s'accaparer ses richesses, les autorités gabonaises sont parties de rien pour doter la région d'équipements nécessaires au fonctionnement de l'État post-colonial. De Bongoville à Akieni, de Boumango à Bakumba, en passant par Moanda et Mounana, hôtels de ville, mairies, établissements scolaires, lycées, postes de gendarmerie, sièges des conseils départementaux,
bâtiments administratifs et autres hôpitaux et dispensaires sont sortis de terre, faisant la fierté des populations locales, y compris dans les villes minières où, malgré l'arrêt du téléphérique et les activités de la Comuf, les équipements ont gardé leur lustre. Chanter, danser, aller à la chasse, à la pêche ou encore à la plantation, toutes ces activités quotidiennes constituent le legs des ancêtres. De nombreux objets conservés jalousement témoignent aujourd'hui d'un savoir-faire et d'une technicité adaptée à l'environnement. Les maîtres chasseurs ont fabriqué lances et clochettes ainsi que des filets en fibres végétales. Dans cet univers où l'individualisme était banni, le groupe constitué d'hommes, de femmes et enfants participait à la chasse. Les cris et le raffut provoqués par les branchages rabattaient le gibier dans le filet. Le butin était équitablement partagé pour la survie de l'ensemble des membres du groupe, préfigurant ainsi une forme de sécurité sociale à l'africaine. La pêche, elle se pratiquait à la nasse. Les produits du petit élevage de poulets et cabris venaient compléter la chaîne alimentaire d'une société où les grands symboles que sont les tissus en raffia, les houes, les enclumes, calebasses et autres poteries ont résisté au temps. Tout au long de cette immersion, au cœur de cette communauté humaine, chaque jour passé a apporté son lot de découvertes. Splendeur de la nature, sculptée de la main du grand architecte, canyon de Léconie, rapide de Poubara, voire l'univers des plateaux. À cela, il faut y ajouter la contribution de l'humain à la préservation de son environnement, avec la création du parc animalier de Lekedi, faisant de ces populations une communauté bien dans son époque et enracinée dans son univers. Dans les villes et villages du Haut-Ogooué, vous y trouverez des hommes et femmes qui racontent par leur expression corporelle variée et par la parole et le chant le passé récent comme l'histoire millénaire des peuples de la savane et de la forêt liés par le lignage et qui vivent en parfaite harmonie avec les terres de leurs ancêtres, les terres du Haut-Ogooué.